Je remercie déjà la mairie du 5e de me permettre d'intervenir au milieu d'un débat sur cette Première Guerre mondiale et de pouvoir exposer une partie de l'histoire qui est assez peu connue et qui a fait récemment encore débat dans notre société sur le fait de pouvoir traiter de la question des animaux dans la guerre. On sait que ce sujet, quand on l'aborde, il est très sensible dans notre société et génère souvent des tensions, des controverses. Alors comment introduire l'animal comme être sensible dans la guerre? Comment ne pas mélanger les souffrances des hommes et les souffrances animales? Autant de discussions qu'il est intéressant de pouvoir mener, et que ce soit sur le front d'Orient ou sur le front occidental, toujours la même chose, mobilisation des hommes. Ce qu'on sait un peu moins en général, c'est qu'il y a recensement, mais plusieurs années avant les conflits, il y a un recensement systématique des chevaux, des mulets, des pigeons voyageurs, des recensements qui sont faits chaque année, entre autres sur les pigeons voyageurs, l'obligation pour les possesseurs de pigeons voyageurs de déclarer leurs animaux, le nombre et la qualité de ces oiseaux chaque année, et il y a des réquisitions de chevaux et de mulets qui a lieu donc dès août 1914, et tout au long du conflit, il va y avoir ces réquisitions. Les réquisitions, c'est un moment très fort de répartition. On va parler, moi qui suis agent SNCF, d'aiguillage, si vous voulez, des animaux. C'est un moment particulièrement difficile pour, entre autres, les équidés, puisque c'est là que les chevaux vont être de façon tout à fait sommaire. Eric Baratel l'explique très bien, je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais c'est un moment où on définit comme ça, par rapport à la morphologie de l'animal, par rapport à ce que dit le maître du passé de l'animal, on dit toi tu iras dans l'artillerie, toi tu iras dans la cavalerie, etc. Ce qui va après générer des effets pervers dont on parlera. Ensuite, il faut avoir l'idée que les animaux, je vous ai mis là le livret militaire, si on peut dire, d'un chien, mais ces animaux sont immatriculés. Ce sont de véritables soldats. Certains vont reprendre l'expression soldats de guerre, moi je n'aime pas trop cette expression, mais en tout cas ils ont un livret, un matricule, ils ont un numéro, ils sont recensés. 14 millions d'animaux enrôlés pendant cette guerre. L'essentiel, c'est là qu'il faut aussi relativiser les choses. Dans l'historiographie, au niveau des médias, on vous parle des éléphants, des chameaux. Oui, bien sûr, il y a tous ces animaux qui ont été aussi enrôlés, qui ont joué un rôle à leur niveau, mais quand même, la masse, là c'est par millions, ce sont les équidés qui ont été utilisés pendant cette guerre, de 1914 à 1918. On verra plus tard sur des chiffres l'utilisation, mais il faut imaginer que si la France a utilisé 1,9 million de chevaux, enfin d'équidés, ça s'est fait, si vous voulez, avec 750 000 chevaux à 900 000 chevaux par an qui ont été utilisés, puis régulièrement réquisitionnés, enfin remplacés par de nouvelles réquisitions, etc. Les chiens et les pigeons, c'est beaucoup moins, mais malgré tout un chiffre important selon les pays, où on voit bien que là, ils jouent aussi un rôle que l'on détaillera un petit peu après, mais schématiquement, pour bien comprendre cette période et le rôle des animaux, tout le monde est d'accord chez tous les belligérants, cette guerre ne peut se gagner sans le concours des animaux, et lors de l'offensive de 1918, le maréchal Foch dit « Je n'ai pas d'inquiétude pour savoir s'il y aura assez de canons, de munitions ou d'hommes, mais mon grand souci, c'est y aura-t-il assez de chevaux en forme pour suivre ?» Voilà, là on est avec, sur le rôle des animaux, leur utilité dans tous les cas, ça ne fait pas débat que durant cette guerre, on ne peut pas gagner cette guerre sans les animaux, et sans des animaux qui peuvent véritablement bien servir. Si on peut. Alors, les pigeons, 60 000 pigeons utilisés par les Français, c'est-à-dire régulièrement, à peu près, au fur et à mesure que la guerre se développe, c'est 30 000 pigeons, c'est quand même très important.
et le 8e régiment du génie qui a donc une section télégraphie militaire, et au sein de cette section télégraphie, il y a des bataillons qui s'occupent, ces unités colombophiles, qui s'occupent donc des pigeons, avec au début de la guerre 3 ou 4 pigeonniers mobiles. Un président d'une fédération colombophile a l'idée de développer ces pigeonniers mobiles qui sont en fait des automobiles, des cars reconvertis, si vous voulez. Et au fur et à mesure du développement de la guerre, en 1918, on va avoir, alors certains disent 250 voitures pigeonniers, d'autres archives disent 350 pigeonniers mobiles, ce qu'on appelle les arabas. Et selon le terrain, ces arabas, ces pigeonniers mobiles ne sont pas tous pareils. Sur le front d'Orient, le 3e bataillon, lui, est muni d'arabas qui sont tractés par des mulets, parce que effectivement le terrain ne permet pas, il n'y a pas beaucoup de routes, etc. Et donc on préfère ces arabas qui sont plus petits, plus mobiles, et qui permettent effectivement de pouvoir centraliser les pigeons à cet endroit. Sur l'image à gauche en bas, on voit les soldats mettre dans les paniers les pigeons, puis une estafette prendre son mulet avec une dizaine de pigeons dans les paniers en osier, et emmener ça sur le front, où là on garde ces pigeons jusqu'au moment où on décide d'envoyer un message. Pour anecdote, toutes ces photos sont tirées du front d'Orient, sur la vallée de Vardar, mais il faut avoir à l'esprit que là, par exemple, le général Jouino Gambetta, quand il fait son raid sur Rostub, il se plaint du fait que ces pigeons n'arrivent pas à l'état-major. Donc, en fonction des situations géographiques, la montagne, tout ça, les pigeons peuvent se perdre, et donc il n'y a pas une réussite à 100%, loin s'en faut. Pourquoi on a voulu mettre ça en avant? Parce que, si vous voulez, il y a des pays où on a compris ce message de souffrance commune. En Australie, par exemple, il y a eu un timbre publié, il y a une fête tous les ans, une commémoration tous les ans pour Simpson et son âne qui a été sauvé sur le champ de bataille, tout un tas de blessés. Il ramenait à l'arrière les soldats blessés sur son âne. Témoignage d'un instituteur qui était au Dardanelles, un soldat qui dit sans cette bête, nous serions morts de faim, de soif, nous n'aurions pas pu évacuer nos blessés. Et puis aussi à la vie, à la mort, parce que ça c'est une image qui a frappé l'opinion publique à l'époque, où ce cavalier va mourir, il a été blessé sur le champ de bataille, son cheval s'en est sorti, et donc son dernier souffle, c'est le miroir, c'est dans le miroir que ça sort, à l'époque, je ne sais plus si c'est 1915-1916, et on lui amène son cheval et il va mourir, son dernier souffle va être en caressant son cheval. Encore, pour passer vite sur 3 espèces, si on peut dire, l'homme qui présente, les soldats qui présentent les nouveaux pigeons aux chiens mascottes de l'unité colombophile sur le front. Alors que dans le même temps, les soldats, eux, souhaitaient cette reconnaissance. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais jusque dans les années 30, les soldats demandent à ce qu'on reconnaisse ces compagnons d'armes, cette fraternité qu'on avait eue sur le front. Et là, c'est un monument, enfin, c'est sur une pierre que en Autriche, que des soldats avaient gravé en mémoire aux animaux morts. Voilà. Mais dans les années 30, un effacement complet, et il faut attendre les années 2000 pour avoir à nouveau ce débat sur la question du devoir de mémoire en faveur des animaux. Alors dans certains pays, c'est automatique. Les Australiens, il n'y a pas de souci. Les Anglais, il n'y a pas de souci. Ils ont développé ce devoir de mémoire. À Londres, vous voyez le grand monument à droite. En Belgique, pour les pigeons. Mais le pire, c'est qu'en France, non seulement il n'y a pas encore réellement de monuments, mais ces monuments, quand ils existent en France, le plus souvent, ça a été organisé, non pas par l'État français ou les collectivités, mais dans la plupart des cas, ce sont les Australiens, les Anglais qui financent à l'intérieur des cimetières des monuments commémorant la place, le rôle important des animaux et qui rendent mémoire à ces animaux. Et donc, pour aussi finir, vous voyez, on a la possibilité de rendre les choses, de
rendre mémoire, de développer ce devoir de mémoire auprès des animaux avec des actes comme celui mené par ces 650 officiers et soldats du dépôt auxiliaire du Nouveau-Mexique qui ont décidé de faire une pause symbolique pour immortaliser, c'est une fresque vivante, où ils ont immortalisé pour honorer ce cheval qui avait été une vedette pendant la guerre, une vedette entre guillemets, en tout cas qui avait fait des actes héroïques, le cheval, je ne sais plus le nom, peu importe. Et donc, si vous voulez, on a la possibilité de rendre hommage et de développer ce devoir de mémoire. Alors, comme je suis président de l'association Aéro, je profite pour faire un peu de publicité et remercier ici le sculpteur qui nous a fait ce relief qui reflétait vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois, non pas tant seulement les souffrances qui ont existé pour ces animaux, mais la relation qui a été tissée durant toutes ces années entre tous ces animaux et ces êtres humains, et qui a sans doute permis, si on lit les témoignages de bon nombre de soldats, sans doute que cette présence animale, dans bon nombre de cas, a permis à nos soldats de tenir, et même aux autres soldats, de tenir bon, de garder le moral, et sans doute de garder une part d'humanité. Merci.